Donc il a essayé de coller au thème. On va vous détailler l'image radiologique des pneumonies. Alors là, c'est pour le spécialiste. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'OAP pose problème. Regardez cette image d'OAP. Quand ça survient, c'est le sujet âgé. Le radiologue va vous dire, écoutez, moi je sais pas, moi j'ai examiné mon malade, il n'a aucune raison de faire un OAP, et il a des opacités bilatérales, étendues, voilà. Ça peut être un diagnostic différentiel de pneumonie étendue. La tuberculose, ça peut être aussi un diagnostic différentiel de pneumonie. De la même façon, quand vous avez une opacité vers le bas, je ne sais pas si vous voyez d'en haut, vous voyez l'opacité qui est dans le coin, donc ça peut être un infarctus pulmonaire. Et ça peut ressembler à une pneumonie. Vous pouvez avoir également, donc vous avez la tuberculose, vous avez une hémorragie alvéolaire, c'est rare que vous l'ayez, le cancer pulmonaire, l'image à droite peut poser aussi un problème de diagnostic différentiel. Et d'ailleurs, ça peut être associé. Vous pouvez faire découvrir un cancer après une pneumonie. Alors, tout ça, c'est un diagnostic radiologique. N'oubliez jamais qu'on ne tient pas compte uniquement de la radio. La radio, c'est un soutien. Elle vient effectivement vous confirmer le diagnostic, mais toute seule, elle ne fait pas le diagnostic de pneumonie. D'accord? Vous avez obligatoirement besoin de la clinique. Donc, à la fin, c'est quand j'ai exploité ma clinique, quand j'ai bien interprété ma radio, que je vais me permettre de faire le diagnostic de pneumonie. Et si j'ai un doute, si je suis un médecin généraliste, je n'hésite pas très vite à aller soit demander un avis, mais il n'est pas exclu que si vous faites un diagnostic de forte probabilité, que vous mettiez votre malade sous traitement et que vous envoyiez ensuite vers le spécialiste. Parce que là encore, quand vous orientez votre patient, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver chez le spécialiste. Il peut mettre une journée comme il peut mettre un mois. Alors donc voilà, on a fait notre diagnostic de pneumonie sur le plan clinique, on l'a confirmé par la radiographie. Maintenant, à partir du moment où je sais que je n'ai pas besoin d'un diagnostic bactériologique, il va falloir que je me débrouille pour avoir une idée sur le germe. Alors d'abord, à quel germe vous allez penser? Haemophilus influenzae, pneumocoque, staphylocoque doré, mycoplasme pneumoniae, chlamydier, virus influenzae, et en bas, j'ai mis le coronavirus. Elle revient de la Mecque. J'espère que vous avez entendu ce que vous a dit le professeur Amran. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a deux choses à retenir chez cette patiente. Un, c'est le délai d'incubation. 10 jours. La dame, elle est revenue de la Mecque, ça fait 3 mois. Donc c'est exclu. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a le tableau clinique qui est sévère. Mais avant d'être sévère, ça commence aussi par quelque chose qui est léger. Donc ce qui va nous déterminer ici, c'est plutôt, alors à partir du moment où le délai est largement dépassé, on est tranquille. Très bien. Et je laisserai tout à l'heure le professeur Amran commenter un peu. Alors, quel est le germe que vous allez choisir? Pour le choisir, il faut quand même remonter vers le cas clinique. Alors, cette dame, elle a quel âge? Elle a 40 ans. Elle est jeune ou âgée? On peut la considérer comme jeune. Ensuite, elle n'est pas fumeuse. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas fumeuse? Quel est le germe auquel je pense quand j'ai quelqu'un qui est bien fumeur? Généralement, ce sont des hommes. Quel est le germe? Haemophilus influenzae. Donc vous voyez, ça me permet de mettre en compétition les germes. Et quand j'ai rien, il n'y a pas de compétition. Quand vous allez voir qu'après, si j'ai pas quelque chose qui viendra biaiser mon choix, je vais me retrouver devant un germe. Donc j'approche pratiquement presque de la très très grosse probabilité. Donc elle n'est pas fumeuse. Donc Haemophilus influenzae, très bien. Staphylocoque doré. Pneumocoque. Est-ce que vous êtes tous convaincus? Parce que j'entends les gens dire probable, c'est le plus probable, mais est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit le germe le plus probable? Je veux vous entendre là. Est-ce que vous êtes d'accord pour le germe le plus probable? S'il y a des généralistes. Hein? Oui, c'est le germe le plus probable.
Pourquoi j'élimine le mycoplasme pneumoniae? D'accord, peut-être que le pneumocoque est probable, mais pourquoi j'éliminerai le pneumoniae? Est-ce que j'ai un argument ou des arguments qui vont éliminer? Vous savez pas? On va le voir tout à l'heure. Chlamydiae, c'est la même chose, ils appartiennent à la même famille, hein, c'est des germes atypiques, généralement ils ont des tableaux qui se ressemblent un peu. Il y a une façon de différencier un peu mycoplasme, ce sont en fait des symptômes qui sont très rares. Quand vous avez une infection virale avec une grosse grossité de la voix, une infection, une pneumonie avec grossité de la voix, quel est le germe qu'il faut retenir? C'est chlamydiae. Et quand vous avez un mycoplasme avec une éruption cutanée, quand vous avez une pneumonie avec... c'est le mycoplasme. Donc faites attention à ces deux symptômes, ces deux signes. Virus influenzé, viral. Ça peut être viral? Mais même si elle est virale, elle ne m'intéresse pas. Même si elle est virale, je dois la considérer comme bactérienne. Et enfin, est-ce que c'est un coronavirus? On l'a vu. Hein, j'élimine le coronavirus. Alors, pourquoi le pneumocoque? Eh bien, comme on n'a pas d'examen bactériologique sur lesquels on va se baser, on va être obligé d'utiliser les arguments épidémiologiques. Et les arguments épidémiologiques nous disent, dans tous les pays, dans tous les continents, que le germe le plus fréquent, c'est d'abord le pneumocoque. Toute catégorie confondue. Hein, je ne tiens pas compte ni de l'âge, donc toute catégorie confondue, le germe le plus fréquent, c'est le pneumocoque. Et puis après, vous avez, regardez, les virales représentent quand même un pourcentage important, mais simplement on ne les met pas en évidence. Cliniquement et bactériologiquement, on ne peut pas savoir. Donc on ne tient compte que des bactériennes. Et puis ensuite, vous avez les atypiques, et après, vous avez les grammes négatifs. Mais quand vous êtes dans les grammes négatifs, vous êtes déjà chez des sujets qui ont des comorbidités, des sujets qui sont âgés, des sujets qui sont fumeurs, etc. Voilà la différence, en fait, entre le pneumocoque et le mycoplasme. Et quand je dis la différence, c'est quand vous avez la chance de faire la différence. C'est-à-dire qu'il faut avoir des tableaux typiques complets. D'accord? Si le tableau typique est incomplet, vous ne pourriez pas faire de différence entre le pneumocoque et les germes atypiques. Donc le pneumocoque, le pneumocoque, vous y pensez. Donc le plus souvent, ce sont des gens qui ont plus de 40 ans et qui ont des comorbidités. Ça, c'est le tableau typique. Ce sont des gens qui ont un début brutal, fièvre élevée, douleur de type pleural, dyspnée, tout productive. Vous allez avoir ce qu'on a appelé donc les crachats perlés ou rosés. Si vous avez encore un herpès nasolabial, c'est encore mieux. Et quand vous faites votre examen, vous avez votre syndrome de condensation. À la radio, vous avez votre opacité qui est systématisée ou non systématisée. En tout cas, c'est une opacité de type alvéolaire. Et quand vous faites une formule, vous avez une hyperleucocytose élevée avec polynucléose neutrophile. Donc ça, c'est le tableau complet. Si vous l'avez, vous êtes pratiquement certain que c'est le pneumocoque. À l'opposé, si vous avez un sujet qui est très jeune, tout à l'heure, je pense que j'ai dit inférieur à 40 ans. Je me suis trompée, hein, c'est supérieur à 40 ans. Donc quand est-ce que vous pensez à un atypique? Le sujet est très jeune. Ça survient dans un contexte épidémique. Généralement, c'est précédé par une infection des voies respiratoires hautes. Quand vous faites, sur le plan clinique, il n'y a pas de signe de... En fait, c'est tellement bénin que le malade n'est pas trop gêné, en dehors d'une toux, une brûlure, par exemple, rétrosternale. L'examen général, l'examen physique est généralement normal. À la radio, vous avez une opacité interstitielle, ou alors vous pouvez y penser quand vous avez d'abord mis votre malade sous traitement par un antibiotique de type pénicilline, et puis que ça n'a pas marché. Donc voilà les raisons qui vous font penser à un germe atypique. Alors maintenant, qu'est-ce que vous décidez? Donc on est bien, on est tous d'accord. Pneumonie à quel germe? Pneumocoque. Très bien. Donc qu'est-ce que vous décidez? Confier le patient à un spécialiste si vous êtes un médecin généraliste? Orienter pour hospitalisation? Traiter déjà
en ambulatoire par des antibiotiques? Il y a des gens qui me disent non. Non? Bon, demandez un scanner thoracique, ou alors donner des antipyrétiques et revoir le patient dans 48 heures. Non? Vous êtes sûr? C'est parfait. Donc vous décidez de traiter en ambulatoire. Mais on ne décide pas comme ça. On ne décide pas comme ça. C'est d'accord? Très bien. Alors comment on va décider? La première étape, on l'a dépassée. J'ai fait la différence entre une pneumonie, une exacerbation aiguë de BPCO et une bronchite aiguë. Autrement dit, j'ai fait la différence entre une infection qui nécessite une antibiothérapie de celle qui ne nécessite pas d'antibiotiques. Parce que c'est ça la véritable différence. Ça nécessite ou pas? Je suis dans une infection, en l'occurrence la pneumonie, qui nécessite un antibiotique. Deuxièmement, pour pouvoir, avant même de décider de traiter, je dois classer mon patient. Et ensuite, quand je classe mon patient, ça n'est pas pour donner un antibiotique, ça n'est pas pour choisir l'antibiotique, c'est pour d'abord choisir le lieu du traitement. Et à partir du moment où j'ai choisi le lieu de traitement, à ce moment-là, je choisis mon antibiotique. Donc c'est ce qu'on va faire avec notre patient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le malade est traité en ambulatoire, et mieux ça vaut. Donc il ne faut pas se tromper. Pourquoi mieux ça vaut? C'est parce que, d'abord ça coûte moins cher. 2, ça peut répondre aux préférences des patients. Tous les malades ne veulent pas être hospitalisés. Et troisièmement, ça vous évite les complications nosocomiales. Or, on a l'impression qu'elles n'existent pas, elles sont fréquentes chez nous, on ne fait pas attention. Et quatrièmement, vous savez que la convalescence est plus rapide quand vous êtes en ambulatoire que quand vous êtes en hospitalisation. Donc pour toutes ces raisons, il faut privilégier le traitement en ambulatoire. Alors les spécialistes connaissent très bien ces recommandations de l'AFSAPS, donc SPILF, SPLFs, et qui ont été en fait mises à jour par l'AFSAPS. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent qu'il y a une étape, une démarche à suivre. La première des choses, c'est vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, la première des choses, on va voir si le patient a des signes de gravité. C'est tout à fait normal. La première des choses que je vais voir, est-ce qu'il n'a pas de signe d'insuffisance respiratoire aiguë? Auquel cas, c'est même pas la peine de réfléchir. Très vite, il faut qu'il aille à l'hôpital. Donc, recherchez d'abord les signes de gravité, et les signes de gravité, c'est en fait la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, les cyanoses, etc. Ensuite, recherchez s'il y a des facteurs de risque de mortalité. Il n'a pas de signe de gravité, mais il risque une évolution mortelle. Et quels sont ces facteurs de risque de mortalité? Alors, vous les avez, est-ce que vous voyez bien déjà? L'âge au-delà de 65 ans est un facteur de risque de mortalité. Ensuite, vous allez avoir les comorbidités comme l'insuffisance cardiaque, les maladies cérébrovasculaires, les maladies rénales. La BPCO est une comorbidité qui représente un facteur de mortalité, un facteur de risque de mortalité. Et puis, toutes les immunosuppressions. Donc ces malades-là, si vous avez un facteur de risque de mortalité, à ce moment-là, c'est l'hospitalisation, mais attention à l'âge. L'âge tout seul n'est pas un facteur de risque de mortalité. Il n'est un facteur de risque de mortalité que s'il s'accompagne d'autres facteurs de risque. Alors à partir de là, on classe les patients en 2 catégories. Et vous voyez que vous allez avoir des patients qui ont moins de 65 ans, avec ou soit sans facteur de risque, soit avec un facteur de risque. Ou alors, les gens qui ont 65 ans sans facteur de risque. Ceux-là, vous pouvez les prendre en charge en ambulatoire. Par contre, tous les autres, c'est-à-dire l'âge de moins de 65 ans et 2 facteurs de risque, ou l'âge de plus de 65 ans et au moins un facteur de risque, vous allez l'hospitaliser. C'est clair? D'accord. Donc l'âge n'est un facteur de risque que s'il est accompagné
d'un facteur de risque. En fait, il n'est hospitalisé que s'il est accompagné d'un facteur de risque, pardon. Alors ensuite, vous savez que là, on dit que c'est plutôt un jugement clinique. Et on a souvent besoin de renforcer le jugement clinique avec des scores qui sont plus objectifs. Possible que pas. Moi, quand j'ai un malade qui a des signes de gravité, je n'ai pas besoin d'aller lui faire encore un score pour dire qu'il est grave. Mais d'une manière générale, le plus souvent, quand on hésite, quand c'est pas très clair, renforcer par le calcul d'un score. On utilise généralement deux scores, ce qu'on appelle le CRB 65 et le score de Fine. Alors, on préfère le CRB 65 parce qu'il est très facile à calculer. D'ailleurs, à l'origine, c'était pas CRB, c'était le CURB, C-U-R-B. Et on a fait exprès d'enlever le U parce que c'était le dosage de l'urée sanguine. Et on s'est dit, quand on est dans un cabinet médical, on ne peut pas avoir accès à une urée sanguine rapidement. Donc, tout ce qui est biologique, on n'a laissé que des facteurs cliniques avec l'âge. Confusion mentale. Deuxièmement, la fréquence respiratoire. B, c'est la tension artérielle. Et 65, c'est l'âge. Et vous allez calculer votre score. Quand le score est à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion, la fréquence respiratoire, regardez, elle est inférieure à 30. La tension artérielle, elle est supérieure à 90. Pour la systolique est supérieure à 60, pardon, systolique c'est ça, et supérieure à 60 pour la diastolique. Alors quand vous avez 0, chaque item est compté 1 point. Quand vous avez 0, c'est que le patient, vous pouvez le traiter à titre ambulatoire, et quand vous avez 1 et plus, votre malade, vous devez l'hospitaliser. Et une fois qu'il est hospitalisé, c'est au niveau de l'hôpital qu'on va décider s'il doit être hospitalisé dans un service de médecine, pneumo ou autre, ou s'il doit être pris en réanimation. Regardez le deuxième score. Le deuxième score, si vous comptez, il y a 20 items. C'est déjà beaucoup. Est-ce que vous avez le temps d'aller faire un score de 20 items? Et ensuite, le plus difficile, c'est pas le nombre, c'est la nature des items. Regardez combien d'items sont inaccessibles pour vous. Donc, c'est pas la peine. Le score de Fine, il faut le connaître, mais dans la pratique, c'est le CRB 65 que vous allez utiliser. Alors c'est très bien. Comment je vais classer mon patient? Je vais le traiter. Il a une pneumonie à pneumocoque. Troisièmement, il est classé comment? Il est classé dans le sujet jeunes qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de facteur de risque et qui doivent être traités à titre ambulatoire. Donc maintenant, je peux choisir mon antibiotique. Quel antibiotique je vais choisir? Vous avez l'amoxicilline, macrolide, l'association amoxicilline-ciprofloxacine. J'étais tentée de reproduire les ordonnances que je voyais. Après, je me suis dit, si vraiment si je le faisais, on n'en finirait pas. D'accord? Donc j'espère que cette séance va nous permettre peut-être avec la discussion d'orienter de façon plus pertinente nos prescriptions. Ciprofloxacine seule, lévofloxacine, doxycycline et l'association amoxicilline, acide clavulanique. Qu'est-ce que vous choisissez? Ça c'est le pneumologue qui parle ou c'est les généralistes? L'amoxicilline. Pourquoi? Bon, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Vous allez tenir compte de quoi quand... Il faut tenir compte de deux choses. Il est certain que vous allez tenir compte des germes présumés. Ici, on en a un seul, on est tranquille. C'est le pneumocoque. Donc c'est très bien de dire l'amoxicilline. Deuxième facteur dont il faut tenir compte pour aller choisir un antibiotique, c'est lequel? C'est... Bon, vous avez raison. S'il n'est pas allergique, bon, on verra. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien déterminé, après on passera vers le malade. S'il est allergique, il est évident qu'on va changer d'antibiotique. Rappelez-moi de le... Oui.
à prescrire le même traitement. Et qu'est-ce que ça vous donne quand vous prescrivez justement le même traitement? C'est la résistance. Donc il faut tenir compte du taux de résistance locale. Hein, c'est pas la peine d'aller regarder sur Internet. Il faut tenir compte du taux de résistance locale. Est-ce que vous connaissez la résistance locale en Algérie? Alors il faut aller sur Internet justement pour voir la résistance locale en Algérie. Vous avez un réseau qu'on appelle le réseau de surveillance de la résistance bactérienne en Algérie, qui est un réseau OMS, et où chaque année, à Chour, il y a un rapport, ou tous les 2 ans? Tous les ans. Chaque année, il y a un rapport, et c'est vrai que ce taux de résistance peut changer d'année en année. Alors qu'est-ce qu'il vous dit, ce rapport? Le dernier rapport, en tout cas. Le dernier rapport va vous dire qu'on a un taux de résistance qui est élevé. Il est actuellement plus élevé que celui de la France, parce que la France était l'un des pays qui avait le taux de résistance au pneumocoque le plus élevé, et on peut comprendre pourquoi. Parce que plus vous utilisez les antibiotiques, et plus vous les utilisez mal, et plus vous avez un taux de résistance élevé. Donc la France était parmi les pays les plus utilisateurs, consommateurs d'antibiotiques. C'est pour ça qu'il y a actuellement un programme qui n'est pas un programme de lutte contre les infections de façon assez spécifique, mais un programme pour l'antibiothérapie, pour diminuer et rationaliser les antibiotiques. On a actuellement un taux qui est pratiquement de 60% de résistance, mais heureusement, fort heureusement, dans cette résistance, il y a 2 types de résistance, vous le savez. Il y a ce qu'on appelle la résistance ou la sensibilité diminuée, et il y a la résistance véritablement, c'est-à-dire ça dépend du taux de la CMI. Quand la CMI est supérieure à 2 mg par millilitre, gramme par litre, à ce moment-là, vous êtes dans la véritable résistance. Et plus vous augmentez, plus la CMI augmente, et plus vous êtes dans la résistance. Alors, on a heureusement des taux, une résistance qui est plutôt diminuée à l'amoxicilline. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que quand vous avez une résistance diminuée à la pénicilline, l'amoxicilline reste le traitement préférentiel. Sauf qu'il faut l'utiliser à des doses adaptées, c'est-à-dire 3 grammes par jour. Il ne faut plus donner 1,5 mg, 1,5 g ou 2 grammes. Donc, oui pour l'amoxicilline, même si dans notre pays il y a une résistance élevée, sachant qu'on est résistant, mais plutôt qu'on est dans la sensibilité diminuée, je peux continuer à utiliser l'amoxicilline à condition de donner au moins 3 grammes. D'accord? Très bien. Alors pourquoi macrolide? Pourquoi je n'utiliserai pas le macrolide? Parce que le pneumocoque, lui aussi, est sensible au macrolide. Pourquoi je n'utiliserai pas le macrolide? Parce que le taux de macrolide, le taux de résistance au macrolide dans notre pays, il est plus élevé. D'une manière générale, dans tous les pays, la résistance au macrolide est plus élevée que la résistance aux pénicillines. Et que, malheureusement, on n'est pas dans la même situation que pour l'amoxicilline. C'est-à-dire que là, quand j'ai une résistance, c'est une véritable résistance. Et quand je donne un traitement, il y a échec au traitement. Vous voyez la différence? Donc, quand vous pensez à un pneumocoque, surtout, essayez d'éviter les macrolides, ce n'est pas le bon médicament. Par contre, si je suis plus dans un tableau qui m'oriente vers un germe atypique, là, je n'ai pas le droit de donner de l'amoxicilline parce que les atypiques ne sont pas sensibles. Et je suis obligée. Donc, si je suis devant des tableaux typiques de pneumonie atypique, à ce moment-là, je suis obligée de donner en première intention un macrolide. Amoxicilline plus ciprofloxacine. La première chose qu'il faut bannir dans ces cas, c'est l'association. Dans une pneumonie qui doit être prise en charge en ambulatoire, c'est un médicament par voie orale, d'accord? Donc c'est la règle. Bithérapie exclue, ou alors traitement par voie IV ou intramusculaire,
Ça non plus, c'est pas bon. Un médicament et un médicament par voie orale. Ensuite, la ciprofloxacine. Est-ce que vous croyez, est-ce que la ciprofloxacine est un bon antibiotique pour le pneumocoque? C'est la plus mauvaise quinolone pour un antibiotique, pour le pneumocoque. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il y a les quinolones anti-pneumococciques. On fait la différence entre la ciprofloxacine et les fluoroquinolones antipneumococciques. Si nous, en pneumo, on en a besoin, ce ne serait pas tellement pour les pneumonies, ce serait pour quoi? Exacerbation de BPCO chez les patients qui ont des BPCO sévères, parce qu'il y a le pseudomonas, ou alors les DDB par exemple, où il y a aussi des pseudomonas. Mais autant dans les infections urinaires, c'est un bon antibiotique peut-être, autant dans les infections pulmonaires, en tout cas dans les pneumonies, on n'est pas d'accord. Donc ce n'est pas tellement un antibiotique que nous devons utiliser dans les pneumonies à pneumocoque. Donc la lévofloxacine, pourquoi pas? La lévofloxacine a un avantage, je parle juste de l'avantage, après je vous parle des inconvénients. L'avantage, c'est quand vous êtes devant un germe, vous ne savez pas si c'est un pneumocoque ou si c'est une bactérie atypique, à ce moment-là, vous faites d'une pierre deux coups. C'est un antibiotique qui est en même temps actif sur les... Mais simplement, il n'est pas conseillé de donner en première intention et surtout pas en ambulatoire. D'accord? Donc, pas de fluoroquinolone antipneumococcique en première intention et en ambulatoire. Après, vous avez la doxycycline. Qu'est-ce que vous pensez de la doxycycline? Parce qu'elle n'est pas mise dans les consensus, hein, la doxycycline. La doxycycline, c'est quoi? La doxycycline, c'est une tétracycline. Ben là aussi, la résistance à la tétracycline dans notre pays est une résistance très élevée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez, malheureusement, quand vous avez un pneumocoque à sensibilité diminuée, eh bien, le plus souvent, vous avez en même temps une résistance vraie aux macrolides et une résistance vraie aux tétracyclines. Donc, nous qui avons des taux de résistance élevés, il y a de fortes chances également pour que le pneumocoque soit en même temps de sensibilité diminuée à la pénicilline et en même temps résistant aux tétracyclines et résistant aux macrolides. Alors j'ai un dernier antibiotique, amoxicilline acide clavulanique, sujet en bonne santé, pas de comorbidité. Généralement, je n'ai pas besoin d'aller rajouter l'acide clavulanique parce que vous savez très bien pourquoi on rajoute l'acide clavulanique. À cause de la production de bêta-lactamase. D'accord? Donc au cas où, donc on le laisse plutôt pour le sujet âgé quand on a un facteur de risque, etc. Très bien. Alors voyez, tout simplement, germe et sévérité de la pneumonie, c'est pour vous dire aussi que, en fonction de la sévérité, on a une probabilité plus élevée d'avoir certains germes par rapport à d'autres. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous êtes dans les pneumonies sévères, c'est là que vous allez penser. Vous continuez à penser au pneumocoque parce que vous allez le trouver partout, aussi bien dans les légères que dans les modérées que dans les sévères. Et quand on arrive dans les sévères, il faut commencer déjà à envisager la légionellose, parce que les deux pneumonies qui peuvent tuer plus rapidement, c'est le pneumocoque et la légionellose. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans une pneumonie sévère, il faut automatiquement cibler les deux germes en même temps. Donc c'est là qu'on va dire, systématiquement, c'est une association, systématiquement, c'est la voie IV. D'accord? Et vous pouvez aussi penser aux germes négatifs aussi. Aux germes les grammes négatifs. Alors voilà une récapitulation. Là, je n'ai envisagé que le cas de notre patiente, qui est finalement une pneumonie que l'on peut prendre en charge en ambulatoire. Vous êtes d'accord? 3 situations. Soit je suis devant un tableau de pneumocoque, elle a plus de 40 ans, plus ou moins comorbidité, elle a une fièvre élevée, etc., un début brutal, je suis certainement ou très probablement devant un pneumocoque. À ce moment-là, c'est l'amoxicilline. Soit je suis devant un tableau typique de pneumonie atypique. Et là, c'est un macrolide en première intention. Et si je doute, je donne la priorité au pneumocoque. Pourquoi? Parce qu'en fait, une pneumonie à pneumocoque, c'est beaucoup plus grave qu'une pneumonie
à germe atypique. Et après, j'évalue la réponse. Alors la question, c'est comment je vais évaluer la réponse? Je vous la pose tout à l'heure, mais je préfère en parler maintenant. C'est que, en fait, la meilleure façon, très rapidement, d'aller évaluer la réponse, c'est d'aller voir ce qui se passe à 48 heures. Maximum à 72 heures, parce qu'il y a peut-être des retards. Donc, et 48 heures, c'est la clinique et la température. Donc, quand il va bien, quand la température commence à décrocher, je continue mon traitement. Sinon, je peux envisager déjà l'échec au traitement. Et à ce moment-là, je switch. Si j'étais dans le pneumocoque, si j'étais dans l'amoxicilline, je switch vers un macrolide. Si j'étais dans un macrolide, je switch vers l'amoxicilline. Et si je veux pas me casser la tête, ou je me dis, j'ai pas encore envie d'avoir un échec, je ne donne pas les deux. Non, ça n'existe plus. On peut, mais ça a été enlevé justement. Ça a été enlevé. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on donne la préférence justement aux antibiotiques d'appoint, qui sont les fluoroquinolones, puisqu'ils associent les deux. J'ai déjà eu un échec, donc je peux me permettre. Rappelez-vous, je vous ai dit pas en première intention, mais en deuxième intention. Éventuellement, si je suis un spécialiste, je peux me permettre. Donc, soit donné, et la téléthromycine, qu'on n'a plus sur le marché. Vous savez ce que c'est que la téléthromycine? Le nom de la téléthromycine, le nom commercial? C'est le Ketec. Il a fait son apparition un certain temps, et puis il a disparu, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Voilà. Donc, le Ketec n'existe pas chez nous. Ce sont les deux antibiotiques qui ciblent en même temps le pneumocoque et les germes atypiques. Voilà. Et puis, si vous avez un deuxième échec, ça peut arriver. Si vous avez un deuxième échec, ne donnez plus un troisième antibiotique, envoyez vers l'hôpital. D'accord? Donc, le deuxième échec justifie l'hospitalisation des patients. Et à l'hôpital, les médecins vont se débrouiller pour voir s'ils doivent faire des examens de crachat pour le germe, etc. Alors, durée du traitement maintenant. C'est important, la durée du traitement. Parce qu'après, il faut arriver à l'ordonnance, je ne vais pas dire ordonnance type, mais l'ordonnance appropriée. Et dans l'ordonnance, il y a le nom du traitement, de l'antibiotique, il y a la dose et il y a la durée. Combien vous donnez chez cette patiente? 10 jours minimum? C'est-à-dire vous voulez aller jusqu'à combien? 14? 15? Très bien. 15? Oui. 5, ça vous dit rien? Non. 21? Non. D'emblée, non, ça vous paraît trop long. D'accord. Alors, quand vous êtes devant un pneumocoque, classiquement, je dis classiquement, c'est 7 à 10 jours. Pourquoi 7? Pourquoi on ne dit pas 7 ou 10? Quand on dit 7 à 10 jours, c'est en fonction de l'évolution. Plus vous obtenez la pyrexie très vite, et plus vous êtes en droit d'aller mettre 7 jours. Si vous voyez que cliniquement et que ça tarde un peu, vous allez jusqu'à 10 jours. Mais généralement, ça ne dépasse jamais 10 jours. D'accord? Par contre, ça peut être moins de 10 jours, moins de 7 jours. Mais la différence, que vous soyez sûr que c'est un pneumocoque. C'est que de plus en plus, quel est le risque? Au contraire, il ne faut pas allonger la durée du traitement. La tendance maintenant, c'est qu'il faut la raccourcir, parce que plus vous augmentez la durée du traitement, et plus vous contribuez à l'augmentation de la résistance bactérienne. Donc les études qui sont faites maintenant sont plutôt faites dans le sens de la réduction de la durée. Mais attention, il faut que je sois sûr que ce soit un pneumocoque. Donc quand je donne un traitement probabiliste, je donne 7 à 10 jours. D'accord? Donc pas plus de 10 jours quand vous êtes dans un pneumocoque. C'est pas la peine d'aller vers 15 jours. Mais si vous êtes devant un germe atypique, qu'est-ce que c'est qu'un germe atypique? Un germe atypique, c'est aussi ce qu'on appelle un germe intracellulaire. Et vous savez que pour les germes intracellulaires, c'est moins facile pour aller, j'allais dire, nettoyer. L'un des objectifs du traitement, c'est quoi? C'est de stériliser le foyer infectieux. Et si ce n'était pas à stériliser, au moins diminuer au maximum la charge bactérienne. Or, quand il s'agit d'une pneumonie à germe intracellulaire, il faut un temps beaucoup plus. Et ça va jusqu'à 14 jours. 21 jours, c'est pour les légionelloses, qui sont des traitements plus longs. Et les légionelloses, généralement, c'est quand même plus sévère. D'accord?
Alors, donc chez notre patient, on va opter pour 7 à 10 jours de traitement. J'ai répondu à cette question, mais ça fait rien, je vous la pose. Sur quels arguments vous allez évaluer la réponse au traitement, l'efficacité de votre traitement? La fièvre et les signes cliniques aussi. Hein. Si vous voyez, parce que la fièvre peut, vous savez, dans une pneumonie à pneumocoque, vous pouvez avoir la pyrexie, vous pouvez l'atteindre en 4 jours, vous pouvez aller jusqu'à 4 jours, d'accord? Mais si vous voyez que votre patient s'améliore, il s'améliore cliniquement, mais si vous avez du mal à décrocher, la fièvre a du mal à décrocher, ne vous précipitez pas pour aller changer le traitement. Donc vous avez les signes cliniques, les symptômes, hein, l'état général, plus la fièvre. Très bien. La radiographie thoracique, vous savez très bien que c'est pas bon du tout. Hein. Il y a toujours un retard au nettoyage. Et puis vous pouvez même avoir transitoirement, si vous faites une radiographie très tôt, surtout en cours de traitement, vous pouvez avoir une aggravation transitoire qui ne signifie pas réellement que vous avez une aggravation de votre infection. Donc le type de réponse favorable. Donc la réponse favorable, c'est qu'à 72 heures, c'est une amélioration des paramètres cliniques, donc y compris la température. Et puis la réponse favorable au-delà de 72 heures, vous pouvez avoir, ici on parle de guérison clinique. Vous voyez qu'on peut avoir une guérison clinique à partir de 72 heures, hein, et que c'est pas la peine d'aller continuer éternellement le traitement, parce qu'à ce moment-là, vous êtes plus dans le risque de résistance. Et enfin, la radiographie, elle peut nécessiter 4 à 8 semaines pour se normaliser. Et c'est ma dernière plaque. D'accord? Donc,